Le notaire a posé les documents sur son bureau d'acajou et m'a regardé avec une gravité que je ne lui avais jamais vue en 20 ans. « Monsieur de la Cour, êtes-vous absolument certain de cette décision? Une fois ces papiers signés, il n'y aura plus de retour en arrière. » J'ai pris le stylo Montblanc que Marguerite m'avait offert pour nos 25 ans de mariage. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de doute, mais d'une émotion que je n'arrivais pas à nommer. Colère, tristesse, libération, Maître Fontaine, ai-je dit d'une voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Mon fils s'est marié il y a 3 ans sans même m'inviter. Il m'a appelé hier pour la première fois en 8 mois, uniquement parce qu'il a des problèmes d'argent et qu'il pense que je suis sa solution. Oui, je suis certain. J'ai signé. Mon nom, tracé d'une main qui avait travaillé 50 ans dans les ateliers ferroviaires. Armand Delacour, 85 ans, veuf, sans descendance. Du moins, c'est ce que dirèrent bientôt les documents officiels. Vous savez, a murmuré le notaire en rangeant les papiers dans une enveloppe scellée, dans ma carrière, j'ai vu beaucoup de familles se déchirer pour de l'argent. Mais c'est la première fois que je vois un père faire cela. Cela. Le mot flottait dans l'air du bureau notarial de Blois comme une accusation, ou peut-être comme une bénédiction. Je ne savais plus. Ce qui était certain, c'est que, dans exactement 14 jours, Mathis et sa femme Élise découvriraient quelque chose qu'ils n'avaient jamais imaginé, quelque chose qui changerait tout, quelque chose que j'avais caché pendant des décennies, même à Marguerite au début de notre mariage. Mais je dois commencer par le commencement. Par ce jour de mars 2022 où tout s'est brisé définitivement. Le marché de Clairvaux-sur-Loire se tient chaque jeudi matin sur la place de l'église. J'y vais depuis 40 ans, d'abord avec Marguerite, puis seul depuis sa mort. C'est une routine qui me structure, qui me rappelle que je suis encore en vie, encore capable de choisir mes tomates, de discuter du temps avec monsieur Bertrand, le maraîcher. Ce jeudi-là, 17 mars 2022, il faisait anormalement doux pour la saison. Un avant-goût de printemps qui donnait aux gens l'envie de sourire, de parler, de partager des nouvelles. Je venais d'acheter mes légumes habituels, 3 carottes, 2 poireaux, 1 laitue, quand Madame Rousseau, l'épicière dont la boutique jouxte le marché, s'est approchée de moi avec un large sourire. « Alors, monsieur Delacour, on ne vous voit plus à la boutique ces derniers temps. »« Je me fais livrer maintenant, Madame Rousseau. Mes jambes ne sont plus ce qu'elles étaient. » « Ah, l'âge, l'âge !» Elle a secoué la tête avec compassion. Puis, baissant la voix, comme si elle partageait un secret précieux. « Mais, dites-moi, vous devez être tellement heureux. Votre fils qui se marie, c'est magnifique. Et à la mairie de Tours, en plus. Ma nièce Céline travaille à l'état civil. Elle a traité le dossier elle-même. Elle m'a dit que c'était pour samedi. Vous devez être impatient, non? Le monde s'est arrêté. Les bruits du marché, les voix des marchands, les rires des enfants, le cliquetis des pièces de monnaie, tout s'est évanoui dans un silence assourdissant. Mon sac de légumes a glissé de ma main. Les carottes ont roulé sur les pavés. Samedi, ai-je répété mécaniquement. Oui, samedi 19 mars, dans 2 jours. Oh là là, vous avez l'air tout retourné, monsieur Delacour. Ça va? Vous voulez vous asseoir? Je me suis appuyé contre l'étal de Madame Leclerc, la fromagère. Le sol tanguait sous mes pieds. Une main invisible me serrait la gorge. Je ne savais pas. Le sourire de Madame Rousseau s'est figé. Ses yeux se sont écarquillés. Comment ça, vous ne saviez pas? Mais vous êtes son père. Exactement. J'étais son père. Mon fils unique, Mathis Delacour, 44 ans à l'époque, se mariait dans 2 jours. Et il ne m'avait rien dit. Pas un appel, pas une lettre, pas même un message par téléphone. Rien. Madame Rousseau a ramassé mes légumes éparpillés, le visage écarlate, bredouillant des excuses confuses. Je suis désolé, monsieur Delacour. Je croyais que vous saviez... Oh mon Dieu, quelle gaffe! Je suis rentré chez moi comme un automate. La maison, cette vieille bâtisse en pierre de tuffeau avec ses volets verts délavés par 50 années de soleil et de pluie,
m'a semblé plus froide que jamais, plus vide, plus morte. Je me suis effondré dans mon fauteuil près de la cheminée, le même fauteuil où Marguerite aimait tricoter en hiver, le même où je m'asseyais pour lire le journal du dimanche, le même où, il y a longtemps, j'installais Mathis sur mes genoux pour lui raconter des histoires avant le coucher. « Papa, raconte-moi l'histoire du train magique !» Sa petite voix, ses yeux brillants, ses boucles brunes ébouriffées. Où était passé cet enfant? J'ai regardé mes mains, 83 ans à l'époque, des mains ridées, tachées par le temps, marquées par 50 années de travail aux ateliers SNCF de Tours, des mains qui avaient construit, réparé, créé, des mains qui avaient bercé mon fils nouveau-né, des mains qui avaient tenu celle de Marguerite jusqu'à son dernier souffle, des mains inutiles désormais. Le téléphone était là, sur la table basse, un vieux téléphone fixe que je gardais par habitude. J'ai fixé l'appareil pendant ce qui m'a semblé une éternité. Devais-je appeler, faire comme si je savais, demander des explications, supplier pour une invitation de dernière minute? Ma fierté me disait de ne rien faire. Mon cœur de père me hurlait d'appeler. C'est le cœur qui a gagné. J'ai composé le numéro de Mathis, un numéro que je connaissais par cœur, même si je l'utilisais de moins en moins ces dernières années. 3 sonneries. 4. 5. Oui, la voix de mon fils, sèche, impatiente, comme toujours maintenant. Mathis, c'est papa. Un silence, bref, mais lourd de sens. Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? Je suis un peu occupé, là. Toujours occupé. Toujours ailleurs, toujours pressé. J'ai pris une grande inspiration. Mathis, on m'a dit que tu te mariais samedi. C'est vrai? Le silence, cette fois, a duré plus longtemps. Trop longtemps. Dans ce vide, j'ai compris que Madame Rousseau ne s'était pas trompée. C'était vrai. Et il ne comptait pas me le dire. Écoute, papa. Il a soupiré. Ce soupir exaspéré que j'avais appris à reconnaître. Oui, c'est vrai. Élise et moi, on se marie samedi. Mais c'est une cérémonie très intime, très petite, juste quelques amis proches. Je suis ton père, Mathis. Je sais que tu es mon père. Son ton montait, agacé. Mais justement, c'est pour ça que... Écoute, c'est compliqué. Compliqué comment? Papa, tu ne vas pas comprendre. Élise et moi, on voulait quelque chose de simple, sans famille, sans drame. Drame. Le mot m'a frappé comme une gifle. Quel drame avais-je jamais créé? Je ne comprends pas, Mathis. En quoi ma présence créerait un drame? J'ai entendu une voix féminine en arrière-plan. Élise, sa future femme. Une femme que je n'avais rencontrée que 2 fois en 3 ans de relation. « Passe-moi le téléphone », disait-elle. Un bruit de frottement. Puis une nouvelle voix, froide, tranchante comme du verre brisé. « Monsieur Delacour, c'est Élise. Je vais être direct avec vous parce que Mathis est trop gentil pour le dire. Vous compliquez toujours tout. Chaque fois qu'on vous voit, c'est des questions, des remarques, des jugements. On veut se marier tranquillement, sans stress. C'est notre jour, pas le vôtre. Vous comprenez? Mon cœur s'est arrêté de battre. Ou du moins, c'est l'impression que j'ai eue. Je complique tout. Ma voix n'était plus qu'un murmure. Exactement. Donc voilà, on a décidé de faire ça en petit comité. Sans parents, sans complications. C'était mieux ainsi. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Sauf pour moi. Mathis est d'accord avec ça? Ai-je demandé, m'accrochant à un espoir désespéré. C'était son idée, a-t-elle répondu d'un ton définitif. Le téléphone m'a glissé des mains. Je l'ai rattrapé au dernier moment. D'accord, je comprends. Mais je ne comprenais pas. Comment un père pourrait-il comprendre? Parfait. Bonne journée, monsieur Delacour. Elle a raccroché. Le signal de tonalité a résonné dans mon oreille comme un glas. Je suis resté assis là, le téléphone à la main, pendant des heures. La nuit est tombée. Je n'ai pas allumé les lumières. L'obscurité me convenait. Elle reflétait ce que je ressentais à l'intérieur. Mon fils unique, mon seul enfant. Le bébé que Marguerite et moi avions attendu pendant 7 ans avant qu'il arrive enfin.
ce miracle d'avril 1978. L'enfant pour qui nous avions tout sacrifié, tout donné, tout espéré. Il se mariait dans 2 jours, et je n'étais pas invité, parce que je compliquais tout. Cette nuit-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis la mort de Marguerite. Des larmes silencieuses, amères, qui coulaient dans le noir de ma maison vide. Des larmes de père rejeté, de vieillard inutile, d'homme invisible. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette humiliation n'était que le début. Le vrai choc viendrait 8 mois plus tard. Et ce jour-là, je prendrais une décision qui changerait tout. Les mois après le mariage ont été un désert émotionnel. Mathis n'a pas appelé, je n'ai pas appelé non plus. Qu'aurais-je dit? Félicitations pour ton mariage auquel je n'étais pas invité. Madame Rousseau ne me parlait plus qu'avec des yeux pleins de pitié. Madame Beaumont, ma voisine, me prenait le bras chaque fois qu'elle me croisait. « Comment allez-vous, Armand? Vraiment, comment allez-vous » Cette sollicitude me brisait encore plus que l'indifférence de mon fils. Tout le village savait maintenant. Le vieux de la cour, celui dont le fils s'était marié sans lui, les regards en coin, les conversations qui s'arrêtaient quand je passais, la honte qui se mêlait à la douleur. Juin est passé, puis juillet, août, septembre. Puis, le 12 octobre 2022, le téléphone a sonné. 15h23. Je m'en souviens parce que je regardais l'horloge murale de la cuisine, me demandant si je devais prendre un café ou attendre le dîner. Le numéro de Mathis s'est affiché sur l'écran. Mon cœur a bondi. Peut-être qu'il appelait pour s'excuser. Peut-être qu'il avait enfin réalisé. Peut-être... Papa? Sa voix était différente, hésitante, presque. Nerveuse? Oui, Mathis. Ça va? Aussi bien que possible pour un homme de 83 ans seul dans une grande maison. Un silence gêné. Puis, écoute, papa, j'appelle parce que... Enfin, Élise et moi, on a besoin de te parler. De quelque chose d'important. Important. 8 mois de silence et maintenant quelque chose d'important. Je t'écoute. Non, pas au téléphone. On peut passer te voir. Samedi? Samedi. Comme leur mariage. L'ironie ne m'a pas échappé. Si vous voulez, vers 14h, d'accord. Il a raccroché sans dire au revoir, sans demander comment j'allais vraiment, sans s'excuser pour ces mois de vide, mais quelque chose dans son ton m'avait alerté, cette nervosité, cette hésitation. Mathis ne me rendait jamais visite spontanément, pas depuis des années. S'il venait, c'était qu'il voulait quelque chose. J'ai passé les jours suivants dans une anxiété sourde. Que pouvait-il vouloir? Une réconciliation? Peu probable après leur cruauté. De l'argent? Possible. Mathis gagnait bien sa vie, mais Élise avait des goûts luxueux, j'avais remarqué lors de nos rares rencontres. Son sac à main Chanel, ses chaussures Louboutin, sa montre Cartier. Le samedi est arrivé. J'ai nettoyé la maison plus que nécessaire, préparé du café, sorti les tasses en porcelaine que Marguerite gardait pour les grandes occasions. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être par habitude. Peut-être par une fierté absurde de montrer que je gardais encore une certaine dignité. 14 heures précises. Une voiture a garé devant ma maison. Une BMW série 3 noire et brillante. Mathis et Élise en sont sortis. Lui en polo Ralph Lauren, elle en robe d'été blanche, qui avait dû coûter plusieurs centaines d'euros. Ils sont entrés comme on entre chez un inconnu. Regard circulaire. Sourire poli, mais froid. Élise a effleuré le dossier du canapé comme si elle craignait qu'il soit sale. « Café » ai-je proposé. « Volontiers » a dit Mathis. Nous nous sommes installés dans le salon. Un silence pesant. Eux sur le canapé côte à côte, unis. Moi dans mon fauteuil, seul face à eux, comme lors d'une négociation. Élise a pris la parole en premier, naturellement. « Monsieur Delacour, nous sommes venus vous parler parce que, eh bien, la situation a changé depuis le mariage. » Ah oui? Elle a échangé un regard avec Mathis. Il a hoché la tête, l'encourageant à continuer. « Voyez-vous, nous avons fait certains investissements pour l'avenir. Nous avons acheté un appartement plus grand à Tours, dans le quartier Cathédrale.
Un très bel appartement, 90 mètres carrés, vue sur la Loire. Félicitations, ai-je dit sans émotion. Le problème, a continué Élise, ses doigts jouant nerveusement avec son collier de perles, c'est que nous nous sommes un peu surendettés. Le prêt est plus lourd que prévu, et l'entreprise de Matisse traverse une période difficile. Des restructurations, vous comprenez. Je comprenais surtout où cela menait. Et donc, ai-je demandé, les obligeant à dire les mots. Matisse s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Papa, on se demandait si tu pourrais nous aider, financièrement, juste temporairement, le temps qu'on se rétablisse. Combien? 50 000 €, a lâché Élise rapidement, comme pour arracher un pansement. 50 000 €. Une somme considérable pour le retraité modeste qu'il pensait que j'étais. C'est beaucoup d'argent, ai-je murmuré. On sait, papa, mais on te remboursera. On mettra tout par écrit, avec intérêt si tu veux. J'ai regardé mon fils, vraiment regardé. Ses yeux fuyaient les miens. Sa mâchoire était serrée. Il était mal à l'aise, certes, mais pas assez pour ne pas demander. Matisse, ai-je dit doucement, tu ne m'as pas invité à ton mariage il y a 8 mois. Tu ne m'as pas appelé pendant tout ce temps. Et maintenant, tu viens me demander 50 000 €? Son visage s'est empourpré. Papa, le mariage, c'était une décision difficile. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Vraiment? Ça n'a rien à voir? Élise est intervenue, sa voix se durcissant. Monsieur Delacour, nous ne vous demandons pas la charité, c'est un prêt. Vous serez remboursé. Avec quel argent? Vous venez de dire que vous êtes surendetté. Un silence glacial. Puis Élise a sorti sa carte maîtresse. De toute façon, cet argent reviendra à Matisse un jour. Autant nous le prêter maintenant que nous en avons vraiment besoin. Voilà. Le masque était tombé. Il ne venait pas chercher de l'aide. Il venait chercher ce qu'il considérait déjà comme leur dû. Mon héritage. Avant même ma mort. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Définitivement cette fois. Je dois réfléchir, ai-je dit calmement. Papa, on a vraiment besoin d'une réponse rapide. Les échéances approchent. Je dois réfléchir, ai-je répété. Ils sont partis, frustrés, mais encore pleins d'espoir. Après tout, qu'est-ce qu'un vieux père pouvait faire sinon céder aux demandes de son unique enfant? Cette nuit-là, allongé dans mon lit, fixant le plafond dans l'obscurité, j'ai pris une décision. Le lendemain, lundi matin, j'ai appelé maître François Fontaine à Blois, mon notaire depuis 28 ans, un homme de confiance. Maître, j'ai besoin de vous voir. C'est urgent et confidentiel. Bien sûr, monsieur Delacour, demain, 10 heures? Parfait. Et c'est ainsi qu'a commencé la préparation de ma vengeance. Non, pas une vengeance, une justice, une leçon. Un test final que mon fils était sur le point d'échouer spectaculairement. Car ce que Matisse et Élise ignoraient, ce que tout le monde ignorait, c'est que le vieux Armand Delacour n'était pas le retraité modeste aux maigres économies qu'ils imaginaient. J'étais bien plus que ça, bien plus riche et bien plus rusé qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. Si vous voulez savoir comment ce père a complètement retourné la situation et quelle décision inattendue il a prise, laissez votre like maintenant et abonnez-vous à la chaîne Histoire de Père, parce que ce qui va suivre va vous stupéfier. Dites-nous dans les commentaires, que feriez-vous à sa place? De quelle ville nous regardez-vous? Le bureau de Maître Fontaine se trouvait rue Denis Papin à Blois, dans un immeuble ancien du XVIIIe siècle, aux pierres blondes et aux fenêtres à petits carreaux. J'ai gravi les marches lentement, m'arrêtant à chaque palier pour reprendre mon souffle. 83 ans, ce n'est plus la jeunesse. La secrétaire m'a fait entrer immédiatement. Maître Fontaine m'attendait, debout derrière son bureau massif en chêne, la même expression grave qu'il avait lors de notre dernier rendez-vous il y a 6 mois pour la révision annuelle de mes comptes. « Monsieur Delacour, asseyez-vous. Vous m'inquiétez avec cet appel urgent. » Je me suis installé dans le fauteuil en cuir face à lui. J'ai pris le temps de poser mes mains sur mes genoux, de respirer profondément. « Maître, je veux modifier mon testament, radicalement. » Il a froncé les sourcils. « C'est une décision importante. Puis-je connaître la raison ?» Je lui ai tout raconté.
Le mariage secret, les 8 mois de silence, la visite de samedi, la demande d'argent. Et surtout, cette phrase d'Élise qui résonnait encore dans ma tête. De toute façon, cet argent reviendra à Matisse un jour. Maître Fontaine m'a écouté sans m'interrompre, les doigts croisés sous son menton. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux un long moment. Je comprends votre colère, monsieur Delacour, votre douleur aussi. Mais déshériter son unique enfant, c'est une décision irréversible. Êtes-vous certain de vouloir aller jusque-là? Il ne me voit pas comme un père, maître. Il me voit comme un distributeur automatique, comme un obstacle entre eux et ce qu'ils considèrent déjà comme leur argent. Avez-vous parlé franchement avec votre fils? Lui avez-vous dit ce que vous ressentez? J'ai souri amèrement. À quoi bon? Il ne m'écoute plus depuis des années. Sa femme parle pour lui maintenant. Maître Fontaine a soupiré, a sorti un dossier de son tiroir. Très bien. Rappelons d'abord votre situation patrimoniale actuelle. Il a étalé les documents devant moi, des chiffres que je connaissais par cœur, mais qui impressionnaient toujours quand on les voyait noir sur blanc. Patrimoine immobilier, la maison de Clairvaux-sur-Loire, estimée à 420 000 €. 2 appartements, Paris 3e arrondissement, rue des Archives et rue du Temple, valeur totale 1 200 000 €, générant 8 000 € de loyer mensuel. Je hochais la tête à chaque ligne. Portefeuille financier, actions, obligations, OPCVM, total 900 000 €. Compte d'épargne, 650 000 €. Compte courant, 80 000 €. Il a fait le calcul mental rapidement. Total, 3 250 000 €. Plus précisément, 3 263 000 au cours d'aujourd'hui. Plus de 3 millions. L'héritage de mon père Auguste, que j'avais reçu en 1994 et fait fructifier pendant 28 ans. Une fortune invisible, cachée derrière mes pullovers usés et mes habitudes de retraité modeste. Matisse pense que j'ai quoi? Ai-je demandé. 100 000 € d'économie? Peut-être 200 000 avec la maison? Probablement. Vous avez toujours vécu simplement. Personne ne soupçonnerait. C'est exactement ce que mon père voulait, et ce que je veux aussi. L'argent révèle le vrai caractère des gens, disait-il. Il avait raison. Maître Fontaine a sorti des formulaires vierges. Alors, quelles sont vos instructions? J'ai réfléchi, pas longtemps. J'avais eu toute la nuit pour y penser. Je veux déshériter Matisse Delacour complètement. Invoquer l'ingratitude manifeste selon l'article 727 du Code civil. Il faudra prouver cette ingratitude. Le mariage secret, les mois de silence, la demande d'argent sans aucune considération filiale. J'ai des témoins, tout le village sait. Maître Fontaine prenait des notes. Et vos biens iront où? À la Fondation de France, pour créer un fonds spécifique d'aide aux personnes âgées victimes d'abus de faiblesse. Ironique, n'est-ce pas? Il a levé les yeux, surpris. Tout? Non, pas tout. J'ai marqué une pause. Je veux créer une bourse d'études, 50 000 € par an pour des étudiants méritants de milieux modestes, en mémoire de Marguerite. Bourse Marguerite Delacour, c'est très généreux. Marguerite aurait approuvé. Elle disait toujours que l'éducation était le plus beau des cadeaux. Et le reste, 2,5 millions et quelques, Fondation de France, Fonds pour les personnes âgées, avec un nom spécifique, Fonds Auguste Delacour, en mémoire de mon père qui m'a appris que la vraie richesse n'est pas l'argent mais le caractère. Maître Fontaine écrivait rapidement. C'est courageux, monsieur Delacour. Mais êtes-vous certain? Matisse est votre fils unique, votre seul descendant. Biologiquement, oui, mais un vrai fils ne traite pas son père comme un inconnu gênant. Un vrai fils ne vient pas réclamer son héritage avant même que son père soit mort. Il pourrait contester. Qu'il conteste. Les preuves d'ingratitude sont solides. Et puis, j'ai souri. Ce sera ma dernière leçon. Peut-être qu'il comprendra enfin. Les documents ont été rédigés en 2 semaines. J'ai signé le 2 novembre 2022, jour de la Toussaint. Approprié, non? Le jour des morts. Mais je ne voulais pas que ce soit tout. Je voulais que Matisse comprenne, vraiment comprenne.
Pas après ma mort, quand il lirait le testament chez un notaire avec des yeux ronds. Non, avant. J'ai élaboré un plan, simple mais efficace. Le 15 novembre, j'ai appelé Mathis. « Bonjour mon fils. »« Papa ?» Il semblait surpris. C'était moi qui appelais pour une fois. « Ça va ? » ?»« Oui, j'ai réfléchi à votre demande. Les 50 000 €. » Un silence électrique. « Vraiment ? » ?»« Oui, je vais vous les prêter. »« Papa, c'est formidable. Merci. Tu ne sais pas comme... » « Mais j'ai une condition. »« Une condition ? » ?»« Je veux que vous veniez dîner à la maison, toi, Élise et moi. Un vrai repas en famille, comme dans le temps. » Un silence, moins enthousiaste. « Quand ça ? » ?»« Samedi prochain, le 19 novembre, 19 h, je préparerai le repas. »« Papa, on avait prévu... » »« C'est ma condition, Mathis. Un dîner en famille contre 50 000 €. Ça te semble juste ?» J'ai entendu Élise en fond. « Accepte. C'est juste un dîner. »« D'accord, papa, on sera là. Parfait. À samedi. » J'ai raccroché et j'ai souri. Pour la première fois depuis des mois. Les jours suivants, j'ai préparé minutieusement. Pas le repas. Ça aurait été facile. Non. Le spectacle. La révélation. La leçon. J'ai contacté Maître Fontaine. Je veux que vous soyez là, samedi soir, caché dans mon bureau à l'étage. À 20h30 précise, vous descendez avec les documents. Monsieur Delacour, êtes-vous sûr de cette mise en scène? Absolument. Ils veulent de l'argent. Ils vont découvrir combien j'en ai vraiment, et combien ils n'auront pas. J'ai aussi appelé Madame Beaumont et Monsieur Gérard, le boulanger. J'ai besoin de témoins, samedi soir, pour assister à quelque chose d'important. Madame Beaumont, qui connaissait toute l'histoire, a accepté immédiatement. Je serai là, Armand, pour vous soutenir. Le samedi 19 novembre est arrivé. J'ai préparé un repas simple, poulet rôti, pommes de terre, haricots verts, rien d'extravagant. Le repas qu'aimait Marguerite. Maître Fontaine est arrivé discrètement à 18h30 par la porte de derrière et s'est installé dans mon bureau à l'étage avec ses dossiers. Madame Beaumont et Monsieur Gérard sont venus à 19h-5, se sont installés dans la salle à manger adjacente au salon, séparée par une simple porte entrebâillée. À 19h précise, la BMW noire s'est garée devant chez moi. Mathis et Élise sont entrés, sourire poli mais contraint. Élise portait encore ses vêtements de créatrice. Mathis, une chemise Lacoste. « Ça sent bon !» a dit Mathis avec un enthousiasme forcé. « Comme dans le temps !» ai-je répondu doucement. « Quand tu étais petit. » Nous nous sommes installés à table. La conversation était artificielle, pleine de silence gêné. Élise mangeait du bout des lèvres, consultant son téléphone toutes les 5 minutes. Mathis parlait de son travail, de l'appartement, de projets de vacances aux Maldives, une fois la situation stabilisée. Jamais une question sur moi. Jamais un « Et toi, papa, comment tu vas vraiment ?» Juste une attente polie que le repas se termine pour qu'on passe aux choses sérieuses. L'argent. Après le dessert, une tarte aux pommes achetée chez le pâtissier, Élise a lancé « Alors, monsieur Delacour, pour le prêt, vous avez les documents ?»« Pas tout à fait. D'abord, j'aimerais vous demander quelque chose. » Mathis a froncé les sourcils. « Quoi ? Pourquoi êtes-vous vraiment venu ce soir? Pour dîner avec moi? Ou pour l'argent ?» Un silence glacial est tombé sur la table. « Papa, qu'est-ce que... » Réponse à ma question, Mathis. Honnêtement, pour une fois dans ta vie. Élise s'est levée brusquement. « C'est insultant. Nous sommes venus parce que vous l'avez demandé. Vous êtes venus parce que je vous ai promis 50 000 €. Soyons honnêtes. » « Bon, d'accord, » a explosé Mathis. « Oui, on a besoin de cet argent. Oui, c'est pour ça qu'on est là. Tu es content maintenant? Enfin, la vérité. » J'ai posé mes mains à plat sur la table. « Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose, mon fils. C'est 50 000 € que tu me demandes. C'est moins de 2% de ma fortune totale. » Mathis a cligné des yeux. « Quoi?
Tu m'as entendu, 2%. Élise a ri nerveusement. Vous plaisantez. Vous vivez dans cette vieille maison. Vous conduisez une Peugeot de 1998. Vous... Je vis simplement parce que j'ai choisi de vivre simplement, pas parce que je suis pauvre. C'est à ce moment que Maître Fontaine est descendu, comme prévu, dossier sous le bras. Bonsoir, je suis Maître François Fontaine, notaire de Monsieur Delacour depuis 1994. Le visage de Matisse est devenu blanc. Qu'est-ce qui se passe? Maître Fontaine a ouvert son dossier sur la table. Permettez-moi de vous présenter le patrimoine réel d'Armand Delacour. Il a étalé les documents un par un comme des cartes de poker. Maison de Clairvaux, 420 000 €. Appartement rue des Archives, Paris, 600 000 €. Appartement rue du Temple, Paris, 600 000 €. Portefeuille d'actions et obligations, 900 000 €. Compte d'épargne, 650 000 €. Compte courant, 80 000 €. Il a fait une pause dramatique. Total, 3 250 000 €. Le silence était assourdissant. Matisse fixait les papiers, bouche ouverte. Élise était devenue livide. « C'est une blague ?» a bégayé Matisse. « Pas du tout, » ai-je dit calmement. « Mon père Auguste m'a laissé une fortune en 1994. Je l'ai fait fructifier. Comme lui, j'ai choisi de la garder secrète. Pour savoir qui m'aimait pour moi, pas pour mon argent. Mais tu ne m'as jamais rien dit. » La voix de Matisse tremblait. « C'était un test, Matisse. Un test que tu as échoué. » Élise s'est ressaisie la première. « Un test? C'est monstrueux. Vous nous avez laissé croire que vous étiez pauvre, que nous devions nous inquiéter pour vous. Vous ne vous êtes jamais inquiété pour moi, vous vous inquiétiez pour mon héritage. » Matisse s'est levé brusquement, la chaise tombant derrière lui. « Papa, tu ne peux pas nous faire ça, je suis ton fils, cet argent me revient. »« Me revient ?» J'ai ri amèrement. « Tu ne m'as pas invité à ton mariage, Matisse, tu ne m'as pas appelé pendant 8 mois, tu ne viens me voir que quand tu veux de l'argent. Et tu penses que quelque chose te revient ?» Maître Fontaine a sorti un autre document. Monsieur Delacour a modifié son testament le 2 novembre dernier. Matisse Delacour est déshérité pour ingratitude manifeste. L'intégralité de la fortune ira à la Fondation de France et à une bourse d'études en mémoire de Marguerite Delacour. « Non !» Matisse a frappé la table du poing. « Non, 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 tu ne peux pas faire ça. »« Je peux, et je l'ai fait. » Élise pointait un doigt accusateur vers moi. « Vous êtes un monstre, un vieil homme cruel et sadique. » Je suis un père qui a été rejeté, humilié et traité comme un distributeur automatique par son propre fils. Je suis un homme qui défend sa dignité. À ce moment, Madame Beaumont et Monsieur Gérard sont entrés dans la pièce, témoins silencieux de la scène. Matisse les a regardés, puis m'a regardé, les larmes coulant sur son visage. « Papa, papa, s'il te plaît. Je suis désolé pour le mariage, pour tout. S'il te plaît, ne fais pas ça. »« Es-tu désolé, Matisse? Vraiment désolé? Ou es-tu juste désolé de perdre 3 millions d'euros ?» Il n'a pas répondu, parce qu'il ne savait pas lui-même. Élise l'a tiré par le bras. « Viens, on s'en va, on va contester, on va... »« Vous pouvez essayer, » a dit calmement Maître Fontaine. « Mais l'ingratitude est prouvée. Témoin, enregistrement, absence au mariage, abandon familial, vous n'avez aucune chance. » Ils sont partis. Élise furieuse, claquant la porte. Matisse, brisé, se retournant une dernière fois avec un regard que je n'oublierai jamais. Un mélange de douleur, de rage, de désespoir, et peut-être de honte. La porte s'est refermée. Le silence est retombé sur ma maison. Madame Beaumont m'a serré dans ses bras. « Vous avez été courageux, Armand. » Mais je ne me sentais pas courageux. Je me sentais vide, soulagé peut-être, mais terriblement triste. Les semaines ont passé. Matisse a essayé de me joindre plusieurs fois. Messages, emails, lettres. Je n'ai répondu à aucun. Maître Fontaine a géré toutes les communications légales. En décembre, j'ai appris qu'ils avaient dû vendre leur appartement du quartier Cathédrale. Retour à un logement plus modeste, réduction de train de vie.
Madame Rousseau, toujours bien informée, m'a dit qu'Élise était furieuse, qu'elle reprochait à Mathis de ne pas avoir géré son père correctement. Gérer son père, comme on gère un investissement. Noël est arrivé. Le premier Noël où je n'ai même pas faim d'espérer un appel de mon fils. J'ai passé la journée avec Madame Beaumont et quelques voisins. C'était triste, mais paisible. Le nouvel an a sonné. 2023 a commencé. Et avec lui, ma nouvelle vie. En janvier, la bourse Marguerite Delacour a été officiellement créée. 5 étudiants ont été sélectionnés. Leurs lettres de remerciement m'ont fait pleurer. De vraies larmes de joie cette fois. En février, j'ai commencé à faire du bénévolat à la maison de retraite Les Jardins d'Automne à Amboise. Ironie du sort, la même résidence où Mathis et Élise voulaient me placer. Mais j'y allais volontairement, pour jouer aux échecs avec les résidents, lire des livres à ceux dont la vue baissait, simplement être là pour ceux qui n'avaient personne. Monsieur Laurent, 89 ans, m'a dit un jour « Mon fils ne vient plus me voir depuis 3 ans. Il attend juste que je meure pour vendre ma maison. Au moins, vous comprenez. » Je comprenais. Trop bien. En mars, j'ai fait quelque chose d'audacieux. J'ai voyagé. Première fois depuis la mort de Marguerite. Paris d'abord, pour voir mes appartements. Puis Lyon, Bordeaux, même un week-end à Bruges en Belgique. Je me redécouvrais. Armand Delacour n'était pas juste un vieux retraité abandonné. J'étais un homme libre, avec des moyens, avec du temps, avec encore quelques bonnes années devant moi. Mais Mathis restait une ombre. Un soir d'avril, alors que je marchais sur la place du village, je l'ai vu, là, près de la fontaine. Il m'attendait visiblement. Nos regards se sont croisés. Il a fait un pas vers moi. J'ai secoué la tête. Il s'est arrêté net, les épaules voûtées, vieilli de 10 ans en 6 mois. Nous sommes restés là, à 50 mètres l'un de l'autre. Père et fils, étrangers maintenant. Puis il est parti, et je l'ai regardé s'éloigner, me demandant si c'était la dernière fois que je le voyais. Aujourd'hui, nous sommes en novembre 2024, 2 ans après cette soirée terrible. J'ai 85 ans maintenant. Ma santé décline doucement, rien de grave, juste l'usure normale du temps. Mon médecin dit que j'ai encore quelques bonnes années devant moi si je prends soin de moi. Mathis n'a plus essayé de me contacter après avril 2023. Le silence est total maintenant. Définitif. Est-ce que je regrette? C'est la question que tout le monde me pose. Madame Beaumont, Maître Fontaine, les bénévoles de la maison de retraite. Ma réponse est toujours la même. Je regrette que mon fils soit devenu l'homme qu'il est. Je regrette qu'Élise l'ait transformé, ou peut-être révélé son vrai caractère. Je regrette de ne pas avoir été invité à son mariage. Je regrette ces 8 mois de silence, mais je ne regrette pas ma décision, parce que ce soir de novembre 2022, quand Mathis m'a regardé dans les yeux et m'a demandé si je l'aimais encore, je lui ai dit la vérité. Je t'aime, Mathis, je t'aimerai toujours. Tu es mon fils. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas accepter d'être maltraité, ne signifie pas récompenser la cruauté, ne signifie pas laisser l'ingratitude l'emporter. L'amour d'un père est inconditionnel, avait-il plaidé. L'amour, oui, mais l'héritage doit être mérité, par le respect, par la présence, par l'affection véritable, pas juste par le sang. Il était parti cette nuit-là sans comprendre. Peut-être qu'un jour il comprendra. Peut-être qu'un jour, s'il a des enfants, il réalisera ce qu'il m'a fait. Ce que représente le rejet d'un enfant envers son père. Mais ce jour-là, je ne serai peut-être plus là pour le voir. Ce matin, en préparant mon café, j'ai regardé par la fenêtre. Madame Beaumont promenait son épagnole. Monsieur Gérard ouvrait sa boulangerie. La vie continuait, simple et belle. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. Monsieur Delacour? Oui? Je m'appelle Sophie Bertrand. Je suis l'une des bénéficiaires de la bourse Marguerite Delacour. Je viens de terminer mon master en médecine. Je voulais juste vous dire merci. Sans cette bourse, je n'aurais jamais pu étudier. Vous avez changé ma vie. J'ai senti les larmes monter. C'est moi qui vous remercie, mademoiselle.
Vous donnez un sens à tout cela. Après avoir raccroché, je suis allé dans la chambre où Marguerite et moi dormions autrefois. J'ai sorti une photo de notre mariage, 1965. Nous étions si jeunes, si pleins d'espoir. Tu avais raison, ma chérie, ai-je murmuré à son image. La vraie richesse n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on donne. Je suis redescendu, j'ai pris mon manteau, et je suis sorti pour ma promenade matinale. La vie continue, avec ou sans Matisse, et pour la première fois depuis très longtemps, je suis en paix avec cette réalité, parce que j'ai fait quelque chose que personne n'attendait. J'ai choisi ma dignité plutôt que le lien du sang. J'ai choisi la justice plutôt que la complaisance. J'ai choisi de vivre, vraiment vivre, plutôt que d'attendre passivement qu'on se souvienne de moi. Et cette décision, aussi douloureuse soit-elle, était la bonne.